Bonjour, je vais continuer notre étude sur les ondes progressives, donc sinusoïdales, et je vais continuer donc notre précédente vidéo. Je vais parler de la sinusoïde des espaces. Sinusoïde des espaces. Qu'est-ce qu'elle représente, cette sinusoïde, cette courbe sinusoïdale, qui représente donc l'aspect du milieu. C'est l'aspect du milieu propagateur, que ce soit une corde ou bien la surface de l'eau. C'est l'aspect du milieu donc propagateur à une date fixée. À une date donc T0 donc fixée. À une date donc T0 fixée. Donc, l'équation, comme on a vu la dernière fois, donc le principe, d'après le principe de propagation, on pouvait écrire que y de x et t, il est égal à a sinus, donc oméga, c'est-à-dire 2pi sur t fois t, moins 2pi x sur donc v fois t, plus phi s. Avec, bien sûr, donc, avec ys, on a dit donc de la source, c'est a sinus donc oméga t, c'est-à-dire 2pi sur t fois t plus phi s. Vous pouvez écrire d'après le principe de propagation, donc ym de t, les yxt est égal à ys de t moins θ, et θ c'est x sur v. Vous pouvez remplacer, vous trouvez donc cette équation-là. On voit d'après cette équation, on voit qu'il y a donc deux variables. Donc variable temporelle, donc c'est t, et la variable position, donc x. Là, vous avez la période temporelle qu'on a vue la dernière fois, donc t, c'est la période de l'excitateur. Et là, c'est une distance, v fois t. Donc v fois t, là, donc c'est une grandeur, nouvelle grandeur, v fois t. Ou bien v sur n, sur la fréquence. Lambda représente donc la longueur d'onde, on l'appelle donc la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est une distance, on a dit. Donc si la vitesse elle est en mètres secondes moins 1 et la période en secondes, vous trouvez que la longueur d'onde elle est en mètres. Donc la longueur d'onde. Alors, si je veux représenter donc cette sinusoïde donc des espaces y en fonction par exemple le long d'une corde, y en fonction de x, il faut commencer donc par donc la date. Donc on a dit que donc t est égal à t0, donc c'est fixé, donc on a fixé la date. À cette date là, le front d'onde, ça c'est la source, là c'est l'axe des x, hein, c'est pas l'axe des temps. Hein. Là c'est la source, donc position, donc si vous voulez 0. Et la distance parcourue par le front d'onde est d0, je vais l'écrire là, d0, elle est égale à v fois t0. Vous pouvez donc calculer aussi cette distance en fonction de lambda. Juste vous écrivez que lambda elle est égale à v fois t, vous faites le rapport, hein? On va trouver quoi? On va trouver que d0 sur lambda, d0 sur lambda est égal à t0 sur t. Vous pouvez donc écrire que d0 elle est égale à t0 sur t fois lambda. Toujours vous pouvez l'écrire celle-ci, hein? Cette distance donc d0 si vous voulez. Donc cette distance d0 elle est là, d0. C'est cette distance donc à partir donc de la source. On peut noter l'abscisse donc aussi c'est xf, donc c'est l'abscisse du front d'onde. Là donc pour vous trouver donc un nombre de lambda, je ne sais pas donc par exemple donc exemple est égal à 2 lambda, 2,25 lambda, donc 1,5 lambda, 1,75 lambda si vous voulez. Et là donc vous pouvez donc 1, 2,
Et là, vous pouvez donc tracer donc, cette courbe sinusoïdale en commençant par XF. Mais il y a donc, bien sûr, donc là, les points dans leur abscisse supérieure à XF, bien supérieur à D0, ils ne sont pas encore atteints donc, par l'ébranlement, bien par l'onde. Tous ces points-là sont au repos. Et là, donc, je commence donc, la courbe, à tracer la courbe donc, à partir de XF. Mais il faut savoir une chose. Est-ce que XF, là, ça va être donc, vers le haut, donc l'ébranlement c'est vers le haut ou bien vers le bas? On pose la question. Qu'est-ce qu'il représente donc ce premier ébranlement, là, donc, dans la position XF? C'est le premier ébranlement qui est sorti de la source, à t est égal à 0. Donc, si je connais le mouvement de la source à t est égal à 0, je peux connaître donc aussi donc, XF, est-ce qu'il est croissant donc là, ou bien donc décroissant. Donc, si la source à t est égale à 0 a commencé son mouvement vers le haut, donc vous allez avoir donc, le mouvement vers le haut. Donc là, c'est lambda sur 4. Vous pouvez avoir là, lambda sur 4, donc là. Lambda sur 4, vous allez avoir donc là. Chaque quart donc, de lambda, vous passez de 0 à un max ou bien de 0 à un min. Voilà. Voilà, par exemple, donc là vous avez donc lambda, voilà, 2 lambda, 2,5 lambda. Lambda, vous pouvez la calculer là. Voilà votre période donc, spatiale, donc lambda ou bien là, ou bien ce que vous voulez. Donc vous pouvez donc déterminer donc, la longueur d'onde, bien sûr. Donc faites attention aux unités là, donc pour x, donc lambda c'est toujours en mètres. Là, pour la sinusoïde donc, des espaces. Donc, c'est très simple donc, de tracer donc, cette sinusoïde-là. Il suffit de déterminer donc, la distance parcourue par le front d'onde à la date fixée en fonction de lambda et commencer donc, votre traçage à partir de XF, mais il faut faire attention. Donc là, pour savoir est-ce qu'on commence vers le haut ou bien vers le bas, il faut regarder le mouvement de la source à t est égal à 0. Si le mouvement donc, de la source à t est égal à 0, c'est vers le haut, donc on commence vers le haut. Si la source a commencé son mouvement à t est égal à 0 vers le bas, il faut commencer donc là vers le bas. Bien. Après, donc, ces deux, donc, si vous voulez, les deux courbes, la dernière fois, on a vu donc sinusoïde, donc des temps qui représentent, on a dit, les variations de l'élongation d'un point, donc, du milieu propagateur en fonction du temps. Là, on a vu la sinusoïde des espaces, c'est l'autre, donc, sinusoïde, l'autre courbe sinusoïdale qui représente l'aspect, donc, du milieu propagateur et de période, bien sûr, donc, lambda. Bien, maintenant, je vais parler de le déphasage entre deux points du milieu propagateur. Donc, déphasage entre le mouvement, bien sûr, donc de deux points. Déphasage entre deux points du milieu propagateur. Deux points. Ça peut être donc la source et un autre point, ou bien donc deux points du. Alors, le premier cas donc de déphasage, lorsque deux points M et N sont en phase. À ce moment-là, il faut que la distance donc, qui les sépare, xn moins xm, est égale à k lambda. Là, donc k appartenant bien sûr à l'unité relative, k appartenant à z. Si donc deux points sont en opposition, donc vibrent en opposition de phase. Alors, la distance qui les sépare doit être un nombre impair de lambda sur 2. 2k plus 1, donc lambda sur 2, toujours k appartenant donc à z. Si m est en quadrature, donc avance
en quadrature, donc avance de phase, bien sûr, par rapport donc, sur donc, n, alors xn moins xm doit être égal à 4k plus 1 lambda sur 4. K toujours donc appartenant à z. Et si donc m en quadrature retard de phase sur n, alors xn moins xm doit être égal à 4k moins 1 lambda sur 4. K appartenant à z toujours anti-relatif. Bien, il faut connaître donc le déphasage, vous pouvez le déterminer à partir de la courbe aussi. Donc vous avez donc deux courbes qui sont tracées, vous pouvez calculer le déphasage comme on a vu avant donc dans les oscillations forcées. Bien, donc après donc le déphasage, je vais donc parler maintenant de la méthode ou bien les méthodes expérimentaux pour voir donc ces deux courbes là. Donc un peu donc d'expérience, donc étude donc expérimentale pour l'observation de ces courbes là. Et on peut avoir donc une question de cours comme ça. Donc pour voir donc la courbe sinusoïde des temps, c'est-à-dire la courbe représentant les variations de l'élongation d'un point au cours du temps, on utilise donc l'enregistrement optique, qui utilise bien sûr donc un miroir tournant sur lequel on projette le mouvement. Voilà, donc vous avez donc là donc un excitateur, donc ou bien un vibreur comme vous voulez. Et vous avez donc projeté donc là un miroir donc tournant. Vous voyez donc là vous pouvez avoir donc un miroir donc qui va tourner. Et là donc vous avez donc une source donc de lumière. Et vous allez projeter donc le mouvement de ce point M sur un écran. Et vous obtenez donc Y en fonction du temps, YM en fonction du temps, et vous allez obtenir donc une sinusoïde. Là donc c'est la méthode, c'est l'enregistrement optique. L'enregistrement optique permet de visualiser donc la sinusoïde du temps, c'est-à-dire donc la courbe qui représente les variations de l'élongation d'un point du milieu propagateur donc en fonction du temps. Donc pour donc le deuxième cas, on veut observer donc l'aspect de la cote, mais pas à un instant bien déterminé, en utilisant donc un stroboscope. Donc la deuxième méthode, c'est la stroboscopie. C'est quoi le stroboscope? C'est un appareil qui permet d'émettre des éclairs successifs, périodiques, très intenses, donc ces éclairs, et les mettez donc dans le temps, bref donc et périodique, de fréquence NE, de période donc TE. Lorsqu'on éclaire donc à cette méthode-là, si vous avez donc la fréquence des éclairs NE est égale à N sur K. N, c'est la fréquence de l'onde, c'est la fréquence de l'excitateur, et NE, c'est la fréquence des éclairs. Dans le cas où NE est égal à N sur K, K appartenant donc à N étoile, vous allez observer que la corde, ou bien donc la surface de l'eau, est immobile, c'est-à-dire il y a immobilité, donc immobilité apparente. Donc vous allez avoir immobilité apparente. Donc deuxième cas, si NE, la fréquence des éclairs, la fréquence du stroboscope, elle est légèrement inférieure
légèrement inférieur donc à n sur k, vous allez observer un mouvement au ralenti, dans le sens direct. Dans le sens direct, c'est-à-dire sens réel donc, de propagation. Et si donc vous avez NE est légèrement supérieur à n sur k, n toujours la fréquence de l'excitateur ou bien de l'onde, vous avez un mouvement au ralenti dans le sens inverse, un sens inverse du sens réel. Bien sûr, donc, mouvement au ralenti apparent. Mouvement au ralenti apparent, ce n'est pas la réalité, bien sûr. La réalité, toujours, donc, la propagation se fait dans le sens donc, réel. Voilà donc pour cette méthode de stroboscopie. Vous avez donc un phénomène qui est donc la propagation, par exemple, de l'accord d'un phénomène qui est très rapide. Donc, cette méthode de stroboscopie permet d'observer la corde sous forme d'une sinusoïde, donc stable, qui ne change pas. Et cette immobilité donc, de la corde, on observe que la corde a la forme d'une sinusoïde, prouve autre chose aussi, que tous les points donc, de la corde vibrent avec la même fréquence. Si chaque point donc, a une fréquence bien déterminée, à ce moment-là, vous observez un point qui est immobile, l'autre qui n'est pas immobile, parce que donc, la fréquence n'est pas la même. Donc l'observation de l'immobilité apparente prouve donc qu'il y a donc, que tous les points donc, du milieu propagateur vibrent avec la même donc, fréquence. Bien, après donc, ces deux méthodes donc, expérimentaux, donc la stroboscopie et l'enregistrement optique qui permettent de visualiser donc, ces deux courbes, si vous voulez, donc la sinusoïde des temps et la sinusoïde des espaces. Je vais terminer donc par deux observations comme ça. Alors, donc, des remarques, si vous voulez, très intéressantes, donc, qui vont nous aider. Je prends première remarque, donc, la surface de l'eau, ou bien donc la surface libre donc, de l'eau dans une cuve à ondes, à ondes. Voilà, cuve à ondes, donc c'est un système comme ça, on va placer cuve à ondes, donc là vous avez donc l'eau, on place de la feutrine ici donc pour empêcher donc la réflexion des ondes, et comme ça donc le milieu donc, va être illimité, on a une onde progressive. Donc lorsqu'une pointe est là, il y a une pointe qui est reliée à un excitateur ou bien un vibreur, qui va frapper donc au point donc S, donc il va communiquer donc des ébranlements, ou bien donc de l'énergie au point S, et vous allez avoir donc des cercles concentriques comme ça. Voilà. Des cercles concentriques lorsque vous frappez donc avec un point. Donc, et la distance, ça donc sont les max, c'est-à-dire donc sont des vagues, ça ce sont donc des crêtes, des crêtes. Et là, donc, entre deux crêtes, il y a bien sûr donc des creux. Les creux donc des vagues. Donc là, vous avez bien sûr donc comme ça, donc là, donc ce sont des creux. Donc la distance qui sépare deux crêtes consécutives, c'est lambda, ou bien deux creux consécutifs, c'est aussi donc lambda. Faites attention que pour lire, donc là, si on vous donne la distance de la source jusqu'à cette crête,
la distance D. Le front d'onde, il faut ajouter après donc cette crête-là, il faut ajouter donc XF, elle est égale à la distance D, cette distance D, plus lambda sur 4. Parce que ça, c'est une crête, et pour donc arriver à XF, il faut ajouter donc un quart de période, là, donc, pour déterminer donc la distance parcourue par le front d'onde. Là, bien sûr, si on donne les crêtes et les creux, hein, donc représentés comme ça. Si on donne donc aussi donc à la fin donc un creux, il faut ajouter là aussi donc il faut ajouter lambda sur 4. Bien. Pour représenter donc on va faire donc une coupe, donc la représentation ça c'est une vue donc de dessus, vue donc de dessus. Mais si vous voulez donc on va faire donc une coupe transversale passant par S et on regarde donc de ce côté-là, une coupe transversale comme ça. Vous allez observer donc cette courbe-là. Vous allez observer la courbe, la Y en fonction de X, cette courbe-là. Donc ça c'est la source. Et vous allez donc avoir, donc par exemple, vous avez XF si le front d'onde ici, il a parcouru XF, de l'autre côté, donc il a parcouru aussi donc moins XF. Donc si vous avez là, par exemple, comme ça, donc vous avez donc lambda, 2 lambda. De l'autre côté aussi, vous avez donc 2 lambda. Elle est symétrique. Elle est symétrique, bien sûr, par rapport donc à la source. Donc 2 lambda, voilà. Là, vous avez XF. Et là, donc, moins XF, si on fait donc l'origine, c'est ça, la source. La source S, elle est là. Donc là, c'est une coupe transversale. Tous ces points-là sont encore donc, de la surface de l'eau, sont au repos. Là, c'est l'eau, hein, c'est une coupe. Donc, c'est tout ce qui est assuré, c'est de l'eau, donc qui est, bien sûr, donc, coupé. Voilà, donc là, vous avez la surface de l'eau. Voilà une coupe. Là, ça représente lorsqu'on va couper. Donc là, ce sont les rides, pardon, donc les crêtes, mais les cercles, ces cercles-là, on l'appelle donc des rides circulaires. Hein, des rides circulaires. Donc deux rides consécutives sont séparées, de même nature bien sûr, sont séparées de la longueur d'onde de lambda. Là, ce sont donc les rides qui sont donc, voilà, les coupes 1. Voilà, donc vous avez donc vos rides qui sont donc là, il y a une coupe de la surface de l'eau. Bien, de la surface de l'eau, donc j'ai parlé donc d'une pointe qui frappe la surface de l'eau. On peut aussi placer une plaque ou bien une réglette, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va changer? Avant cela, vous voyez donc là que la propagation se fait dans toutes les directions donc, de la surface de l'eau. Donc dans un plan, donc cette propagation elle est bidimensionnelle. Par contre, donc si la surface de l'eau, sur la surface de l'eau, on place une réglette reliée donc à un vibreur, une réglette comme ça, qui va frapper donc la surface donc de l'eau, reliée à un vibreur. Vous allez avoir donc des vagues et vous allez avoir une seule direction donc de propagation. Vous allez avoir des vagues. Là, donc, je vais représenter, comme tout à l'heure, les crêtes et les creux. Voilà, les crêtes et les creux. Voilà. Là, ce sont donc les crêtes, c'est une vue de dessus. Les crêtes, et là ce sont donc les creux. Deux crêtes consécutives de même nature toujours sont séparées donc de lambda. Hein? Deux crêtes consécutives sont séparées donc de lambda.
Voyez donc ici, donc, à partir donc à l'aide de cette plaque ou bien de cette réglette, vous pouvez obtenir une onde donc rectiligne, hein, et non pas une onde circulaire comme tout à l'heure à l'aide d'une pointe. Onde rectiligne à la surface de l'eau et les rides sont rectilignes. On peut aussi faire la même chose, donc faire une coupe Y en fonction de X comme tout à l'heure. La plaque peut être placée au milieu, faites attention. Là, vous avez un seul sens de propagation, mais si la plaque elle est placée donc au milieu, vous avez donc deux sens, donc la même direction, une seule direction de propagation, mais deux sens de propagation, vers la droite et vers la gauche. Hein? Là, donc, ces remarques-là, bien sûr, vous pouvez observer à l'aide donc du stroboscope, vous pouvez observer l'immobilité apparente, donc c'est-à-dire vous allez avoir donc des crêtes, des rides qui sont donc immobiles, ou bien vous pouvez observer un mouvement au ralenti dans le sens réel, ou bien dans le sens inverse, et tout ça à l'aide de la stroboscopie, c'est-à-dire en utilisant un stroboscope de fréquence bien déterminé, comme on a dit, donc on a précisé tout à l'heure. Je vous remercie donc pour cette partie, bien sûr, donc sur les ondes progressives sinusoïdales, et on se retrouve pour parler de l'interaction onde-matière, les phénomènes donc de diffraction et les autres aussi réflexion et dispersion pour les sections mathématiques. Pour les sciences expérimentales, donc on va voir seulement la diffraction et la dispersion seulement. Je vous remercie et à très bientôt.